Et vous êtes bien sur i24 News. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission de Défense. 1 heure de défense consacrée à tous les fronts. Gaza, Liban, en passant par le Yémen. On commence tout de suite par se rendre dans la direction de la frontière, de la lisière avec la bande de Gaza. Stéphane Goldin, vous nous attendez. Bonsoir. Très clairement, Tsahal continue et élargit ses opérations. Bonjour Mathias, oui effectivement Tsahal continue à mener ses opérations sur l'ensemble de la bande de Gaza, que cela soit au nord ou au sud. Ces dernières 24 heures, l'armée de l'air israélienne a frappé une centaine de fois l'ensemble des bases du Hamas sur l'ensemble du territoire, en éliminant des tunnels, des stocks d'armes, mais aussi en éliminant des terroristes et des bases, je dirais, propres au Hamas. Et dans le nord, en tout cas de la bande de Gaza, c'est plutôt l'infanterie qui s'attaque du côté de Sajaya, du côté du quartier de Zetoun. Au sud, c'est plutôt les blindos qui s'attaquent aussi à des bases, des bâtiments du Hamas, en éliminant aussi des terroristes du Hamas. Et cela se passe aussi au sud, au-delà de l'axe Morag, du côté de Rafiyar, du côté d'un quartier qui s'appelle Jenina, pas loin de Rafiyar. Donc on voit qu'il y a une forte pression de Tsahal, avec énormément d'interrogations après ce qui s'est passé à Bet Hanoun il y a encore quelques jours, Bet Hanoun qui se situe derrière moi, avec aussi cette volonté, en tout cas des terroristes du Hamas, de vouloir changer leur stratégie, de vouloir attaquer frontalement les soldats de Tsahal, en voulant pourquoi aussi les capturés pour certains. Et donc il y a une situation qui est nouvelle pour les forces de Tsahal. Cette nouvelle situation, les forces de Tsahal pour l'instant s'adaptent complètement et vont devoir répondre à cette nouvelle stratégie du Hamas. Toujours est-il que les forces de Tsahal bombardent, frappent l'ensemble du territoire actuellement de la bande de Gaza. Merci Stéphane. On est revenu quasiment à l'époque du Liban, de l'entre-deux-guerres. Merci à vous Stéphane Goldin. Alors très clairement aussi, bonsoir Chani Guidalia. On parle aussi de Bet Hanoun et de ce qui s'est passé. C'est exactement la résultante de ce que parlait Stéphane. Exactement Mathias. Donc il faut savoir que les soldats ont commencé l'encerclement de Bet Hanoun pour éliminer les terroristes qui se trouvent encore en surface et sous terre. On parle de dizaines de terroristes. Donc actuellement les opérations qui s'intensifient du côté de Bet Hanoun et l'armée de l'air qui a mené en parallèle ce qu'on appelle une Chagorat Esh, c'est-à-dire une ceinture de feu. Ce sont des frappes massives, ciblées et successives de l'armée de l'air pour continuer à détruire les infrastructures du Hamas. On précise que même si les opérations s'intensifient dans cette zone, eh bien les infrastructures ne peuvent pas être totalement détruites par des manœuvres terrestres et par des frappes aériennes. Et l'éradication complète du Hamas, ce sera donc un travail de terrain long, minutieux et ciblé. Mais plus le travail est long, moins les otages n'ont de chance de survie et les soldats font en plus face aux menaces des explosifs qui sont de plus en plus nombreux et fréquents. Alors justement, que va être le rôle de Tsahal si jamais il y a une trêve? On parle d'un maintien des forces dans 2 zones principales de la bande de Gaza, si on peut avoir les cartes sur l'un des écrans. Elles vont arriver, voilà. C'est sur... Exactement, donc voilà, la zone qu'on voit tout autour de la bande de Gaza, c'est la zone tampon, c'est là où les soldats continueront d'être déployés après une possible trêve. On voit que la distance, la largeur, c'est entre 1,2 km et 1,4 km. C'est une distance de sécurité qui permettra donc aux soldats de pouvoir intervenir rapidement s'il y a une tentative d'infiltration ou d'attaque de la part de terroristes du Hamas. La deuxième zone, c'est celle qu'on voit un peu plus au sud, qui s'appelle la zone Morag. C'est la zone qui part du sud de Khan Younes jusqu'à la frontière égyptienne. C'est donc dans cette zone qu'il y aura une sorte de ville humanitaire qui pourra être construite, qui permettra de rassembler la majorité de la population de Gaza et permettre donc d'y rester jusqu'à la reconstruction de la bande de Gaza. Et le reste de la bande de Gaza, en tout cas, ça redeviendra un territoire pour les civils. Et on précise aussi que le problème qu'il y a actuellement, c'est l'axe Morag, qui est le principal point de discorde qui reste toujours dans les négociations, puisque le Hamas exige le retrait total des forces de Tsahal après la trêve, et évidemment Israël qui refuse de se retirer de cet axe pour justement conserver une certaine sécurité. Merci Chani Guidalia. C'est justement, merci d'avoir parlé justement de ces 3 corridors. De la première question que je vais poser à mon premier invité, juste après le VTR, dans un instant, bien évidemment, un sujet que vous avez préparé, Chani Guidalia, justement, sur Tsahal, qui est face aux embuscades. Merci la régie. Les engins explosifs sont devenus l'arme la plus meurtrière utilisée contre Tsahal dans la bande de Gaza. Sur les 38 soldats tombés depuis la reprise des combats, 27 ont été tués dans des explosions, soit plus de 70% des pertes. Un chiffre qui, selon les commandants de Tsahal, illustre la nouvelle nature des combats.
Une guerre d'embuscades et de pièges, dissimulée avec précision pendant les périodes de cessez-le-feu et souvent déclenchée à distance. Qu'il s'agisse de Bet Hanoun, Sajaya ou Khan Younes, les explosifs sont le plus souvent posés dans deux types d'embuscades, les routes et axes centraux où les soldats circulent et les bâtiments piégés. Après avoir posé leur charge, les terroristes sortent des tunnels, affrontent les soldats, puis fuient la zone. Ils tentent en parallèle de viser les unités de secours pour alourdir les pertes ou tendre des embuscades secondaires. Leur objectif est aussi médiatique. Chaque opération est pensée pour être filmée sous plusieurs angles afin d'alimenter leur propagande avec des images chocs et virales. Le cas de Bet Hanoun, à 3 km de la frontière, illustre la complexité des combats actuels. Malgré les nombreuses opérations menées là-bas, la ville reste un foyer de terrorisme actif. À chaque retrait de Tsahal, le Hamas reprend possession des lieux grâce à son réseau de tunnels. Malgré les opérations de nettoyage en surface, les tunnels lui permettent d'y renvoyer des terroristes armés de manière quasiment ininterrompue. Les unités israéliennes tentent de s'adapter en permanence face à cette guérilla urbaine où chaque ruelle peut dissimuler une bombe. Pour Tsahal, la menace est claire. L'ennemi numéro 1 aujourd'hui, c'est l'explosif. Amit Assa, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien cadre du Shabak, le renseignement intérieur israélien. Je vous pose la question exactement comme j'avais prévu de vous la poser. Clairement, là où Tsahal n'est pas, le Hamas est présent. C'est une évidence. Ce n'est pas seulement que quand Tsahal n'est pas là, le Hamas actuellement n'est pas uni dans des divisions organisées. Ses capacités d'organiser des attaques larges, comme nous les avons vues il y a quelques mois, et une capacité fort restreinte. Ils ont plus seulement la possibilité d'embuscades de petits groupes où ils suivent, où ils sortent des tunnels, font un attentat. Ça n'est plus une attaque organisée, sauf l'attaque que nous avons vue à Bet Hanoun. Et en fait, cela nous montre les capacités du Hamas de se réorganiser là où nous n'avons pas été présents pendant longtemps. Vous avez raison dans ce que vous dites, c'est que quand on quitte un territoire, et si nous regardons vers l'avant, vers un accord qui est discuté, il nous faudra évacuer, et bien dans ces zones, le Hamas se réorganisera et attendra la prochaine attaque. Alors, est-ce que vous pouvez très clairement expliquer aux téléspectateurs, s'il vous plaît, que de dire que Tsahal contrôle 75-80% du territoire, ça ne veut pas dire que le territoire est nettoyé. Ça veut dire que une partie du territoire est encore minée. En l'occurrence, les 5 soldats qui ont été tués. Quand on parle de 80% du territoire, des grands territoires sont des terrains ouverts. Les 20% qui restent sont très importants. C'est le centre-ville de Gaza, où nous ne sommes pas encore entrés, et les camps du centre de la bande de Gaza, où nous n'avons pas encore le contrôle de la situation. Ce sont les deux bastions principaux du Hamas. Sans en prendre le contrôle, on ne pourra pas vraiment vaincre le Hamas, ni ramener les otages. Donc, quand nous disons 80%, ça n'est pas précis. Ce qui est important dans ces 20%, c'est ce territoire détenu par le Hamas avec toutes ces divisions et ces activistes qui s'organisent là-bas pour attaquer. Si vous parlez des zones que nous contrôlons, là aussi, nous pouvons nous attendre à des patrouilles qui se trouvent cachées dans des tunnels que nous n'avons pas encore découverts, et beaucoup de tunnels sont encore à découvrir à Gaza, et ils peuvent soudain apparaître, et bien que l'armée contrôle soi-disant le terrain à 80%, ils peuvent commettre des attentats. Ce sont plutôt des attentats que des opérations de l'armée de manière organisée. Mais j'ai une question, et je m'interroge. On parle d'autres milices à l'intérieur de la bande de Gaza qui défieraient le Hamas. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas mettre un pansement sur le problème? Et dans 3 ans, dans 5 ans, on repart tout simplement à une guerre.
Oui, écoutez, je pense qu'il faut séparer les problèmes. Quand nous créons une alliance avec des tribus intérieures et qui dirigent la population civile, ce n'est pas une gestion militaire, ce n'est plus des organisations militaires qui peuvent se développer pour devenir une menace stratégique sur Israël. Et donc, si nous regardons le lendemain de la guerre, si vous voyez des petites milices, soi-disant, ça n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Nous parlons là de tribus qui s'occupent de zones spécifiques. Donc, c'est le plan des Émirats, ce que nous appelons aujourd'hui à Hébron, et qui a lieu et qui veut se relier aux accords d'Abraham. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin au Proche-Orient. Nous devons créer des alliances avec des petites organisations qui s'occupent de la population au niveau civil et qui ne sont pas radicaux et ne sont pas ceux qui portent sur le drapeau la destruction de l'État d'Israël. Oui, mais Hamidassa, aujourd'hui, Abdelaziz Al-Hamis, qui est un journaliste saoudien que nous recevons généralement dans Défense, était à la Knesset. Il a très clairement dit, sans programme à long terme dans Gaza, c'est tout simplement se voiler la face. Est-ce que ceux qui ont écrit la doctrine sécuritaire israélienne depuis ces 20-30 dernières années ne se sont pas trompés? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de vision dans Gaza? Écoutez, je pense que là où nous nous sommes trompés à Gaza, c'est que nous avons permis à une organisation qui est soi-disant une organisation politique de se renforcer et devenir une organisation terroriste meurtrière. Et cela, nous ne pouvons pas continuer à le tolérer. Et donc, ce qu'il y aura à Gaza, ce sera autre chose que ce qui a eu lieu. Bien sûr, les accords d'Oslo, il va falloir les annuler et trouver une autre idée qu'on appellera sous un autre nom d'accord, et nous nous mesurons à l'avenir pour savoir comment contrôler le côté sécuritaire et permettre aux Gazaouis peut-être d'avoir le contrôle civil. Ça sera le grand défi. Et donc, ce que je dis, c'est que même si il y en a du côté arabe qui sont encore pessimistes pour ce qui est de cette solution, je pense que la clé sera en fin de compte une sorte de compréhension entre Israël et les éléments de l'intérieur qui géreront la vie des Gazaouis et qui se construira en confiance mutuelle, à savoir que ce qui se passera à Gaza ne pourra plus être une menace sécuritaire pour Israël, et seulement alors Israël saura donner la possibilité civile de développement et d'arriver à cette prospérité. Rapidement, est-ce que, en d'autres termes, vous parlez de gouvernorat ou de gouvernement militaire d'un temps donné à Gaza? Je pense qu'il n'y a pas le choix. Après la conquête de toute la bande de Gaza et la victoire sur le Hamas, l'armée va devoir faire une administration militaire, mais qui sera très temporaire, parce que notre aspiration à tous, c'est d'arriver à un accord qui soit un accord basé sur les accords d'Abraham, qui est le résultat des accords d'Abraham et qui amènera bien sûr ce contrôle civil des Gazaouis sur leur territoire. Et cela peut être quelque chose de très temporaire, mais ça peut être aussi pour le long terme. Cela dépendra de la coopération que nous aurons avec les pays non radicaux et avec la zone de Gaza, ou les organisations à Gaza, les tribus à Gaza qui ne sont pas radicaux. On a bien compris, sauf que Hamidassa, pour l'instant, effectivement, vous faites partie de ceux qui appellent à un gouvernement militaire temporaire à Gaza. Pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qui est ou l'option choisie par l'état-major. Il va falloir effectivement aussi attendre peut-être la nomination de David Zini à la tête du Shabak. Pour l'instant, elle est remise dans 2 mois. Donc on verra bien effectivement comment ça va se passer. Merci Hamidassa, ancien cadre du Shabak. Je vois que vous voulez réagir, mais ça sera pour une prochaine fois, dans une prochaine entretien. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Alors en attendant, il y a effectivement Benjamin Netanyahou sur place, c'est-à-dire à Washington. Il est en train de négocier avec Donald Trump un possible accord à Gaza, et notamment cette phrase qui a été prononcée hier par Benjamin Netanyahou: nous concentrons nos efforts sur la libération, pour la libération des otages. 2 rencontres successives avec Donald Trump. Regardez. Deuxième tête-à-tête en moins de 24 heures entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Une réunion centrée sur un dossier prioritaire, la libération des otages. Le Premier ministre israélien l'a de nouveau affirmé, seule la pression militaire exercée par Tsahal sur le terrain est efficace. Autre sujet sur la table, l'Iran. Benjamin Netanyahou a remercié le président américain pour les efforts des États-Unis dans cette guerre. Des remerciements en public qui n'empêchent pas Donald Trump de hausser le ton. Et selon des sources américaines, il exercerait des pressions considérables sur Netanyahou pour accélérer la conclusion d'un accord. Mais un blocage demeure, le contrôle du corridor de Morag, cet axe stratégique au sud de Khan Younes. Israël souhaite y maintenir une présence militaire, même après un accord, pour éviter toute reconstitution du Hamas. Une volonté que l'organisation terroriste refuse catégoriquement. La veille, Donald Trump et Benjamin Netanyahou avaient partagé un dîner avec leurs conseillers, le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. Un repas au cours duquel une question principale a été posée. Le projet de Donald Trump d'autoriser les Gazaouis à émigrer volontairement de la bande de Gaza est-il toujours d'actualité ? Je pense que le président Trump a eu une vision brillante. Cela s'appelle le libre arbitre. Vous savez, si les gens veulent rester, ils peuvent rester. Mais s'ils veulent partir, ils devraient pouvoir le faire. Ça ne devrait pas être une prison, mais un lieu ouvert où les gens ont la liberté de choisir. Le Premier ministre devrait retourner en Israël ce jeudi, après une visite de 4 jours. Danny Loos, bonsoir, vous êtes député Likoud à la Knesset. Est-ce que vous, c'est-à-dire en quelque sorte le Likoud, vous soutenez cet accord? Écoutez, ça dépend vraiment du contenu de cette initiative. On a dit de manière très claire, cette guerre ne va pas finir lorsque le Hamas contrôle Gaza. Et donc ça, c'est une ligne rouge très claire pour nous. D'un autre côté, on veut voir un maximum d'otages sortir. Et donc, on doit comprendre c'est quoi le contenu de ce cessez-le-feu. On doit comprendre qu'est-ce qui sera vraiment proposé. Et ensuite, on pourra le savoir. Le Premier ministre, il a dit très clairement, on ne va pas finir la guerre à Gaza lorsque le Hamas est au pouvoir. Ça, c'est impossible d'accepter ça. Question Danny Loos, c'est de savoir véritablement, est-ce que si jamais il y a une signature de cet accord, le gouvernement tombe? Je sais pas. Encore une fois, ça dépend du contenu de ce deal. Mais j'ai confiance au Premier ministre qu'il n'acceptera seulement un deal qui soit un deal qui est bon et qui s'assure qu'on continuera ensuite la guerre avec le Hamas jusqu'à la victoire qu'on a besoin de manière stratégique et existentielle aussi dans cette guerre. Danny Loos, on sait très bien que lorsque il y a un accord et que Tsahal se retire, le Hamas se réorganise et risque de se réorganiser au cours de ces 60 jours. Est-ce que cet accord, ce n'est pas un ballon d'oxygène avant tout pour le Hamas ? Écoutez, dans ce sujet, moi je dois vous dire la vérité que j'ai mes propres convictions personnelles et c'est pas nécessairement, vous savez, Likoud est un parti démocratique et donc chacun peut avoir ses propres convictions et je suis à 100% d'accord avec vous. Je pense que de donner 60 jours au Hamas pour se réorganiser, pour pouvoir reprendre ensuite la guerre dans une meilleure forme, ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'au contraire, maintenant, lorsqu'on voit que le Hamas est très faible, il n'a plus l'Iran autour de lui qui le soutient, il n'a plus, on voit là, vraiment sa faiblesse, c'est ce qui lui fait demander un cessez-le-feu et lorsqu'il demande le cessez-le-feu, c'est le moment de presser encore plus pour pouvoir faire sortir tous nos otages et pour pouvoir vraiment vaincre le Hamas, pour s'assurer qu'il ne soit plus au contrôle à Gaza et donc ma position personnelle est très claire. Je pense que ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'arriver à la fin de cette guerre, mais à la fin de cette guerre avec une victoire complète pour le peuple d'Israël, pour l'État d'Israël. Un officiel israélien a dit que Tsahal pourrait prendre le contrôle momentané de la bande de Gaza.
Est-ce que ce n'est pas finalement un gouvernement militaire qui ne dit pas son nom ? Écoutez, c'est possible qu'il y aura une période de transition, qui nous, plusieurs fois les gens ils demandent qu'est-ce qui arrivera le jour après la guerre à Gaza. Alors moi j'ai souvent dit aux gens que c'est possible qu'il y ait le jour après la guerre une période de transition. Ce qui est plus important de demander, c'est qu'est-ce qui sera dans le long terme futur, dans une situation où on parle dans 10 ans ou dans 15 ans, mais c'est possible qu'il y ait une période de transition. Oui, on aura besoin de faire affaire et de faire certaines choses pour garder cette région en dehors d'un certain chaos. Alors je le disais en amont, Danny Loos, Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont rencontrés à plusieurs reprises, à 2 reprises. Hier, il y a eu cette phrase de Benjamin Netanyahu qui a déclaré que les efforts portés sur la libération des otages avec Donald Trump qui met la pression sur le Premier ministre israélien. Est-ce que vous pouvez regarder droit dans les yeux les téléspectateurs d'I24 News et dire très clairement qu'Israël garde son indépendance stratégique ? Je pense que c'est très clair que Israël garde son indépendance stratégique puisqu'on est un pays souverain mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout le contraire de ce que nos amis veulent. Dans la diplomatie, je pense que le chemin qu'on doit essayer toujours de garder ce chemin, et c'est pas important qui est à la Maison Blanche, c'est lorsqu'on peut faire des choses main en main avec nos alliés, même si ça veut dire de faire certains compromis. Alors on doit essayer de les faire main à main avec nos alliés. Lorsqu'il y a certaines lignes rouges, alors non, on doit dire ça c'est une ligne rouge pour nous et on prend nos décisions nous-mêmes. Et donc, encore une fois, je pense qu'on a notre souveraineté, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire le contraire de tout ce que Trump y veut. Au contraire, Trump il a prouvé que c'est un ami d'Israël et donc on doit essayer de voir est-ce qu'on peut accommoder aussi les choses qu'il veut sans faire de mal à nos intérêts à nous, les intérêts israéliens. Danny Loos, vous êtes francophone, certes du Canada, mais vous parlez français. Il y a une question que je ne vous ai pas posée sur Emmanuel Macron. Le président français ne cesse de rappeler et d'exiger un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Il est hors jeu, le président français, pour vous ? Écoutez, le président français, il a déjà montré plusieurs fois qu'il a pris une décision d'être du mauvais côté de l'histoire, d'être du côté des gens qui ont fait le 7 octobre et non pas des gens qui se défendent contre le 7 octobre. C'est vraiment malheureux, mais c'est la décision qu'il a prise. Ça a à voir aussi avec le fait qu'il veut reconnaître un État palestinien maintenant en tant que prix qu'il donne vraiment aux personnes qui ont fait le 7 octobre et c'est le mauvais côté de l'histoire. Il a prouvé malheureusement et je pense que c'est vraiment une mauvaise décision pour un pays comme la France qui a été souvent le symbole de liberté mais maintenant on voit qu'il est le symbole de prendre le mauvais côté de l'histoire. Vous ne venez de pas mâcher vos mots. En tout cas, merci Danny Loos, député Likoud, d'avoir été avec nous sur I24 News et dans Défense. Merci beaucoup. Alors on a parlé dans ce journal de défense de Gaza, justement, de la situation et de la rencontre avec, entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. On va parler avec vous, Loïc Stécher-Chocron, vous êtes place des otages, bonsoir. Justement, place des otages, Benjamin Netanyahu est à Washington et il va rencontrer ce soir des familles d'otages. Est-ce qu'on sait d'abord quelles sont les familles et surtout pourquoi cette rencontre à Washington ? Eh bien non, pour l'instant, on ne sait pas qui sont les familles ou les proches d'otages que vont rencontrer donc le président, le Premier ministre israélien. Petit lapsus puisque actuellement, selon notre envoyé spécial du côté de Washington, les représentants et les familles des otages rencontrent justement un représentant de Donald Trump du côté de la capitale américaine. Suivront donc une rencontre avec le Premier ministre israélien. Le
Premier ministre israélien qui hier encore à la chaîne Fox News se disait optimiste quant à la conclusion d'un accord. C'était le cas également ces dernières heures de Steve Witkoff, l'envoyé américain pour le Proche et Moyen-Orient. On sait dès aujourd'hui que Steve Witkoff, justement, qui était supposé être attendu à Doha, dans la capitale du Qatar, ce vendredi, aurait supposé justement postpone plutôt j'ai perdu mon latin, son départ pour décaler. Merci beaucoup Mathias. Aurait décalé donc son départ pour le Qatar. Là, aucune raison n'a été invoquée sur le sujet puisque l'on parle du Qatar. Justement, on sait que dans la capitale qatari, dès aujourd'hui a commencé plutôt un nouveau cycle de négociations, discussions indirectes entre le Hamas et Israël. Hier, le cinquième cycle s'est soldé par un statu quo. Il reste encore plusieurs points d'achoppement à négocier entre les deux parties et notamment le retrait partiel, voire total. C'est ce que demande le Hamas de son côté, des troupes de Tsahal, que ce soit dans la zone tampon, cette zone de sécurité dite stratégique, qualifiée de stratégique par Tsahal, par l'armée israélienne, entre la bande de Gaza et les localités israéliennes. Merci Loïc Stecher-Chocron depuis la place des otages. Quelques secondes de pause, on se retrouve pour la deuxième partie de Défense. Restez avec nous, on parlera du Yémen et du Liban avec un entretien exclusif depuis le Liban. Restez avec nous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël. À partir de 99 shekels par mois, en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Face à la mer, en Israël, entre ciel et lumière, au cœur du Kikar Hatzmahout, symbole de liberté et de modernité. Un projet d'exception en hypercentre, entre tradition et avenir. Le prestige d'un appartement haussmannien sublimé par l'âme du Proche-Orient, une alliance rare entre tradition française et chaleur orientale. Herzl 2, l'adresse rare de Netanya. Découvrez notre nouvelle application de vidéo à la demande. Tous nos programmes, articles, discussions et commentaires à portée de télécommande à tout moment.
Évidemment, l'accès est libre et sans abonnement. Alors n'attendez plus, téléchargez dès maintenant notre application de vidéo à la demande i24 News. Deuxième partie de défense. Océane Nicole, bonsoir. Il est très très clair dans l'actualité que finalement le Yémen, c'est la bête noire pour l'instant d'Israël parce que c'est le seul bras armé de l'Iran qui frappe Israël. Oui Mathias, parce que ce sont désormais les seuls à attaquer le territoire israélien parce que le Hezbollah a cessé d'attaquer Israël. Pareil pour le Hamas, même si ces derniers jours on a vu des roquettes tirées depuis la bande de Gaza, mais elles ont atterri dans des terrains vagues sans faire de blessés ni de dégâts, et c'est une tactique habituelle du Hamas avant le cessez-le-feu. Mais finalement ce sont les Houthis, les rebelles Houthis, ce sont réellement les seuls à continuer d'attaquer le territoire israélien. Ils attaquent toujours de la même façon en lançant des drones ou des missiles balistiques, et tous quasiment sont interceptés et neutralisés avant même qu'ils entrent dans l'espace aérien israélien. Alors face à ça, eh bien Israël riposte. En début de semaine, Tsahal a visé une nouvelle fois des positions et des infrastructures terroristes des Houthis au Yémen, notamment dans les ports d'Odeda, Ras Issa, Salif ou encore la centrale électrique de Ras Katib qui a été visée. Et Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, qui promet le Yémen subira le même sort que Téhéran. Les Houthis continueront à payer un lourd tribut pour leur action. Alors rien ne semble finalement pouvoir arrêter les Houthis, sauf Mathias, en effet l'Iran, puisque derrière les Houthis il y a l'Iran qui commande, qui les arme, qui les équipe, qui les entraîne même, puisque tout est dirigé depuis Téhéran. Et finalement toutes les actions qui sont menées par les rebelles Houthis et notamment contre Israël, eh bien c'est directement dirigé par le régime des Mollahs, par Téhéran. L'Iran qui est donc content, satisfait de voir que finalement eh bien, Israël continue d'être attaqué via les rebelles Houthis. Merci Océane. Nicole, alors très heureux de vous recevoir. Marhaba bikoum, Louis Ahmed. Thank you so much. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission de défense. Ça fait au moins 6 mois que je vous cours après. Donc je suis assez heureux de vous avoir avec moi en plateau. Louis Ahmed, vous êtes originaire du Yémen. Vous êtes passé par la Suède. Et j'aimerais comprendre. En fait, le dilemme aujourd'hui avec les rebelles Houthis, c'est plus on les frappe, plus ils menacent. Oui, ce que les gens ne comprennent pas à propos des Houthis, c'est que les Houthis sont totalement déconnectés de la communauté internationale. Donc, par exemple, vous avez la pieuvre qui contrôle soi-disant les Houthis, qui a un cessez-le-feu avec Israël. Mais les Houthis disent peu nous chaud de la pieuvre. Nous allons continuer à essayer d'éradiquer l'État d'Israël. Et ça, c'est parce que ils ont dans l'ADN et dans le sang de la nature yéménite et dans sa culture d'être antisioniste et antisémite. Les gens doivent comprendre que dans chaque mosquée, dans chaque école au Yémen, du nord au sud, nous vivons d'antisémitisme. Les gens nous enseignent que les Juifs sont les problèmes au Proche-Orient. La raison pour laquelle nous sommes pauvres, c'est à cause des Juifs. La raison pour laquelle nous avons des problèmes de corruption, c'est à cause des Juifs. La raison pour laquelle il y a eu une guerre entre le sud et le nord, et à Saada et ailleurs, et qu'il y a la corruption, c'est à cause des Juifs. Et donc la société vit en fait de cette ignorance au vitriol, parce que dans toutes les sociétés, vous pouvez avoir des discussions en disant quel est le problème, quels sont les problèmes. Les Houthis, depuis 10 ans maintenant, depuis qu'ils ont pris le contrôle du Yémen, et ils n'ont pas pris le contrôle du Yémen démocratiquement comme le Hamas l'a fait à Gaza, ils ont pris le pays par la force, par les armes, et depuis ce moment, en 2014, oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, juste comme le Hamas. Le Hamas a pris le pouvoir par la force à Gaza. Ils l'ont pris librement à Ramallah, mais par la force à Gaza. Donc en fait, c'est comme s'ils étaient des groupes terroristes frères.
Yes, absolutely. Oui, absolument. Et donc, même si les Houthis sont chiites et le Hamas sont sunnites, ils continuent à suivre les mêmes mécanismes de prendre le pouvoir par la force, utiliser les armes, tuant des gens. Et la différence entre les Houthis et le Hamas, c'est que les Houthis sont yéménites et ils suivent une secte spécifique chiite. Ils sont beaucoup plus connectés avec les Iraniens et le régime islamique de l'Iran qu'avec Gaza. La seule raison pour laquelle le Hamas et le régime islamique sont interconnectés, c'est leur haine des Israéliens et des Juifs. Mais au Yémen, c'est différent. C'est aussi la connexion au régime islamique avec des liens ethniques. Le régime de l'Iran appelle à la guerre contre les sunnites et l'Arabie saoudite. Cette guerre n'a pas commencé il y a quelques décennies dans la communauté musulmane. Nous avons des tonnes de guerres sectorielles entre divers. Donc, entre les chiites eux-mêmes, il y a des guerres régionales. On les voit aussi en Europe. Et donc, il y a plusieurs guerres qui ont lieu dans la communauté islamique et dans ces sectes. Et ce qui les unit tous, c'est l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Moi, ce qui me dérange, Louis Ahmed, c'est que les rebelles Houthis sont quelques milliers. Pourquoi? Et vous le dites dans chaque interview. Vous dites les rebelles Houthis ont tué mon peuple. Tue mon peuple. Pourquoi il n'y a pas de réveil du peuple yéménite contre les rebelles Houthis alors que les États-Unis et Israël les frappent? Eh bien, vous devez bien comprendre. Moi, je suis sorti en 2011, au moment du printemps arabe, avec des millions de Yéménites pour nous révolter contre le président El-Sada. Et nous sommes sortis avec les frères musulmans, les séculiers, les Houthis, tous sont partis au moment de du printemps arabe pour arrêter la dictature yéménite. Et ce qui s'est passé après, le régime est tombé, ça a amené un bain de sang à des guerres civiles et ces organisations civiques terroristes ont pris le contrôle. Et les Yéménites aujourd'hui, et surtout parce que plus de 75% de la population yéménite est en dessous du seuil de pauvreté, ils n'ont pas d'argent, 10%. Donc ces 10 millions d'enfants yéménites meurent de faim. Donc si les Yéménites veulent se soulever, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont pas l'argent pour du pain. Ils ne peuvent pas sortir dans une autre révolution. Et donc la première révolution a amené à la destruction qu'on voit aujourd'hui. Le Yémen aujourd'hui, on était un pays de 43 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est tombé à 8 milliards, de 8 milliards à 13 milliards. Parce que les Houthis ont pris le contrôle. Donc il y a plus de destruction, plus de pauvreté, plus d'oppression, plus d'islamisme. Et donc les Yéménites ne peuvent pas se permettre de sortir dans la rue contre ces terroristes. Et rappelez-vous aussi que moi, j'ai des amis journalistes au Yémen qui ont été arrêtés par les Houthis. Donc même quand vous sortez pour raconter les crimes qu'ils commettent, vous êtes arrêtés et exécutés. Alors, la situation atroce au Yémen est terrible et il n'y a pas de mots pour décrire ce que ces terroristes font au Yémen. Et c'est triste de dire que le Yémen est tellement déconnecté du reste du Proche-Orient que probablement il pourrait y avoir une solution à Gaza, mais on ne trouvera pas de solution pour ces terroristes-là. C'est là la triste réalité. La triste réalité, c'est que vous êtes le seul ou l'un des seuls à le dire et que le monde ne vous entend pas ou alors très peu et vous êtes en Israël justement actuellement pour faire entendre votre voix. Louis Ahmed, merci infiniment d'être venu dans Défense pour expliquer et pour dire votre réalité et la réalité. Merci à vous. Thank you for having me. I appreciate it. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que j'ai demandé également à un ancien commandant de la marine française d'être avec nous. Les rebelles Houthis justement continuent leur frappe contre les navires marchands et le bilan est très lourd. 2 navires grecs coulés, 4 morts parmi l'équipage depuis fin 2023. Ils ont attaqué des dizaines de navires. Commandant Jeanne Christophe Charles, chercheur associé à l'Institut FMES, merci d'être avec nous. Est-ce que je dis... Merci de m'avoir invité. ...que la mer Rouge est un théâtre d'opération, c'est véritablement une guerre qui est en train de se dérouler? Oui, alors c'est pas une guerre dans le sens où on pourrait l'entendre pour l'Ukraine, c'est dans le sens où il n'y aurait aucune activité civile.
Là, je viens de regarder sur un site quel est le trafic marchand en mer Rouge au large du Yémen. Il y a encore des navires qui circulent. Et vous avez dit, il y a des dizaines d'attaques, mais il y a aussi des centaines de navires qui passent et qui sont protégés. Donc oui, il y a des actions, mais qui sont plus des actions qui relèvent du terrorisme. C'est-à-dire, ce sont des actions qui visent à briser une volonté et une habitude de passage. Mais il n'y a pas de fermeture de la mer Rouge. Quand vous parlez d'actes de terrorisme, par exemple, le fait d'arraisonner le Galaxy Leader en fin 2023, qui a été attaqué par Israël, est-ce que ça aussi c'était un acte de terrorisme pour comprendre et pour avoir un œil sur les radars? Oui, alors, le fait de saisir en mer un bateau sans aucune raison, ce qui semble être le cas, et en plus de ça, la raison avouée, c'était de dire il y a un propriétaire israélien. Donc c'est une vraie volonté de nuire à des Israéliens. Donc là, c'est une vraie volonté terroriste. Et il n'y a aucun fondement légal à la saisie de ce bateau. D'ailleurs, je ne crois pas que les Houthis aient jamais cherché à justifier légalement leur action, à part le fait qu'ils veulent nuire à Israël. Donc ça c'était la première partie. Ensuite, une fois qu'ils ont récupéré le bateau, il semblerait qu'ils l'aient utilisé pour établir une situation nautique autour de la zone. Il faut bien voir que pour attaquer un bateau, la mer est vaste. Hein, même le détroit de Bab el-Mandeb et le sud de la mer Rouge, tel que c'est actuellement, la mer est vaste. Et trouver une cible, en particulier quand il y a des navires militaires occidentaux en particulier, qui circulent dans la zone, trouver une cible, c'est difficile. Et donc, il faut avoir les informations les plus précises possibles. Et le fait d'utiliser le radar d'un bateau, puisque le bateau est capturé, finalement, son radar fonctionne, on peut l'utiliser. C'est beaucoup plus simple que de monter des radars sur des positions à terre où il faut amener l'électricité, il faut mettre des systèmes de communication. Alors que là, vous avez tout à disposition immédiatement, à partir du moment où vous avez le bateau qui est devant vos côtes et qui peut fonctionner. Vous avez plus de 25 ans de carrière en mer. Pourquoi la France n'intervient pas? Pourquoi d'autres puissances n'interviennent pas? Alors, il est faux de dire que la France n'intervient pas, puisqu'il y a un bateau en permanence et qu'il y a un bateau qui fait des escortes de navires. Alors, en stratégie navale, l'importance de la protection des voies de communication est prédominante. Hein. C'est vraiment ça l'essentiel et un des objectifs essentiels des flottes militaires, c'est de protéger le commerce. Donc, actuellement, il y a des bateaux qui se relaient en mer et qui escortent les bateaux qui passent. Donc, il y a une intervention, mais qui est une intervention défensive. Et après ça, votre question laisse entendre qu'il y aurait des moyens d'avoir des actions à terre pour détruire la menace telle qu'elle est. Alors, pourquoi je vous ai posé la question? Les Américains et les Britanniques s'y sont risqués, et les Israéliens frappent régulièrement. Ça ne donne pas grand-chose comme résultat. Il faudrait une campagne qui soit extrêmement longue. Et justement, parce que vous venez d'écrire pour la FMES, justement, un article autour du détroit d'Ormuz et de cette volonté de dominer cette région en mer. Oui. Et là, on voit bien, quand vous regardez une carte de la péninsule arabique, vous voyez bien que les deux sorties maritimes naturelles sont le détroit d'Ormuz au nord, au nord-est, et Bab el-Mandeb au sud-ouest, donc du côté entre le Yémen, Djibouti et l'Érythrée, avec un débouché artificiel donc par le canal de Suez au nord. Et donc le fait de verrouiller ces deux points de passage qui sont quand même assez étroits permettrait d'asphyxier tous les pays de la péninsule arabique, et y compris en remontant assez loin, parce que l'Irak serait forcément touché, la Jordanie, Israël, Eilat et toute la zone. Mais le problème, et ce que j'ai dit, je vous remercie de me citer, mais ce que j'ai dit dans mon article, c'est que le problème, c'est que pour fermer un détroit, fût-il étroit, c'est extrêmement compliqué. Ça demande des moyens extrêmement importants, et puis surtout, ça veut dire que ça provoquerait des réactions extrêmement vives. Des réactions extrêmement vives en mer, en particulier, hein, puisque là, les États-Unis et la France, mais d'autres pays européens aussi, font des opérations pour escorter les navires à Bab el-Mandeb. On aurait probablement la même chose à Ormuz. Et en plus de ça, à Ormuz, il y aurait très certainement des frappes américaines sur les bases des passes d'Aran, parce que c'est eux qui mèneraient ce type d'action. Et donc, vous auriez quand même un très très gros conflit en mer. Mais pour résoudre à terre, c'est une autre histoire.
Merci, commandant Charles, d'avoir été avec nous, chercheur associé à la FMES. Merci à vous. Je vous en prie, c'est moi. L'actualité, c'est aussi le Liban et le Hezbollah qui ne veut pas abdiquer. Regardez, on en parle juste après. Des soldats israéliens, de nouveau dans le sud du Liban. La raison, des renseignements assurant que le Hezbollah tente de se réarmer. Résultat, plusieurs terroristes éliminés, des dizaines d'infrastructures détruites et plusieurs armes saisies par Tsahal. Parallèlement à ces opérations terrestres spéciales et ciblées, l'armée israélienne continue ses frappes et ses éliminations. Hier, c'est le chef des forces armées du secteur Zarini de l'unité Bader du Hezbollah qui a été éliminé. Plus tôt, c'est le commandant de la force Radwan qui a été neutralisé dans une frappe aérienne de Tsahal. De son côté, le Hezbollah menace. Sur ces images publiées hier soir mais enregistrées le mois dernier par la chaîne libanaise Al-Mayadeen, Naïm Kassem assure que son organisation est de nouveau sur pied, prête à attaquer Israël. Je ne parlerai pas du nombre de forces, je ne parlerai pas des capacités militaires, mais je me contenterai d'une déclaration. Nous nous rétablissons et maintenant nous sommes prêts. Supposons qu'Israël attaque, allons-nous céder ? Non, nous les tuerons. Des déclarations qui s'ajoutent à celles du début de semaine où depuis son bunker, le chef du Hezbollah appelait Israël à se retirer du sud Liban avant d'envisager de mettre en place la résolution 1701 de l'ONU, mais refusant malgré tout de capituler et de rendre les armes. Si du côté de l'émissaire américain pour le Liban, on assure que Jérusalem et Beyrouth sont prêts à normaliser leurs relations, Tom Barak exclut le Hezbollah de ces négociations, désignant le groupe comme terroriste. Le Hezbollah est une organisation terroriste étrangère. Ici, il est considéré comme un parti politique. C'est donc un parti politique, mais c'est aussi un groupe terroriste. La question de savoir comment résoudre le problème du Hezbollah est une question libanaise. Mais s'ils s'en prennent à nous, où que ce soit, il y aura un problème. Une manière aussi de mettre la pression sur l'exécutif libanais. Et c'est une exclusivité défense pour i24 News. Nous disons bonsoir à Claude Hila Harjar, présidente fondatrice du comité des Libanais exilés en Israël. Et c'est depuis le Liban que vous nous répondez, Claude. Lorsque je vous ai contacté, vous avez refusé catégoriquement d'être masqué. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi. Je suis contre les gens qui ont peur. Parce qu'il faut bien que quelqu'un dise la vérité. Il faut que quelqu'un se batte. On ne peut pas rester tout le temps caché. On a raté toute notre vie, nos enfants sont ailleurs, nos familles sont ailleurs, ils sont dispersés dans le monde parce qu'il y a cette peur, il y a on n'arrive pas à parler. C'est vrai, on est pris en otage, mais moi je parle. Et je suis très croyante et très chrétienne. Croyante et courageuse, vous avez été la première, la seule même au départ, après le 7 octobre, à avoir publié les 2 drapeaux du Liban et d'Israël. Parce qu'il est temps de signer la paix avec Israël et d'arrêter d'utiliser notre terre, notre Liban. Le Liban, c'est un pays sacré. Vous savez combien de saints nous avons ? Vous connaissez l'histoire du Liban. C'est une terre sacrée. Et il a été persécuté, il a été envahi par des terroristes. Ça a commencé avec les Palestiniens, ça a commencé avec la famille Assad, père et fils, ça a fini avec les Iraniens et leur proxy Hezbollah, et ça ne finit plus. Et ça ne finit plus. Ça fait 55 ans qu'on est pris en otage, qu'on est en guerre, on en a marre. On veut la paix. Je veux venir prier, voir la tombe de Jésus-Christ à Jérusalem, là où il est né à Bethléem, en Israël, et avoir un lien avec le peuple juif. Nous avons toujours eu un lien avec le peuple juif en Argentine, en France, maintenant à Dubaï, on est tous ensemble, et ici c'est interdit. On nous interdit quoi ? Quoi ? Je ne comprends pas. On a des liens sacrés entre le Liban et Israël. On n'a jamais eu de guerre. Ça a été toujours un lien historique. Depuis le temps du roi Hiram de Tyr et du roi Salomon d'Israël.
il y avait un lien, une amitié, il y avait le commerce, il y avait un respect mutuel. Il y avait tout ça. Oui, mais le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, dit qu'il n'abdiquera pas, qu'il ne déposera pas les armes. Il peut aller, il peut rester, mais lui, il est en Iran, non? Il est sous terre en Iran quelque part. Il peut le faire de là-bas. Qu'il prenne tous les gens, tous les Iraniens du Hezbollah, parce qu'ils ne sont pas libanais. Ils viennent de Karbala, de Najaf, hein? Et peut-être un village de... Mais même les Iraniens, le peuple iranien ne les veut pas. Pauvre peuple iranien. Mais vous dites qu'il est en Iran, mais il n'est pas à Beyrouth, Naïm Kassem? Moi, je sais qu'il avait pris la fuite après on a fini de Hassan Nasrallah. Et toute la série, la première, la deuxième, les 2-3 premiers rangs, je sais, ils ont dit qu'il a pris la fuite. Il a pris la fuite en Iran et il est même sous-sol en Iran. Claude, est-ce que vous n'avez pas peur de la guerre civile, encore une fois, parce que les États-Unis mettent la pression sur le Liban qui veut le désarmement du Hezbollah? Ça ne fait pas partie du plan du Hezbollah? Non, parce que écoute, le Hezbollah, il faut qu'il cesse de parler. Le Hezbollah et négociation, on doit dismantle et désarmer le Hezbollah. Il faut savoir c'est quoi le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une organisation terroriste iranienne, plus un des plus grands cartels au monde de drogue. Et la référence vient du DEA d'Amérique, one of the biggest drug cartels dans le monde. Et qu'est-ce que tu veux négocier avec eux? C'est où tu les prends par force, ou tu les élimines. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Tu enlèves leurs armes, ils vont rester. Et ils vont refaire, ils vont recréer des gens, des terroristes qui viennent assassiner, qui viennent tuer, qui viennent kidnapper. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas peur de la guerre civile? Guerre civile? Quelle guerre civile? Il n'y a pas de guerre civile au Liban. Écoute, il n'y a jamais eu, qu'on arrête de nous dire guerre civile, il n'y a jamais eu de guerre civile au Liban. Il y a eu une guerre, la guerre des autres au Liban. La guerre palestinienne au Liban. La guerre de Assad qui considère le Liban une province syrienne et dire que c'est le Liban qui doit considérer la Syrie une province syrienne parce que c'était l'État de Damas. C'est tout. Il y avait Damas. Le reste, c'était le Liban. C'était le Liban phénicien. Toutes les villes qui parlent l'araméen là-bas, ce sont des villages libanais. Et ainsi de suite. Donc, et puis, il y a eu l'axe evil de Ayatollah et tout ça, qui est rentré en jeu. Et on a le Hezbollah, leur proxy. Et eux, ils l'admettent, ils disent. Notre arme, notre idéologie, notre argent, tout vient de l'Iran. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça, je le demande au président Donald Trump, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il va négocier? On négocie avec un État où il y a un mutuel respect, où on peut différencier politiquement, mais qu'est-ce qu'on va négocier avec des drug cartels, blanchiment d'argent, terroristes? It's a murderous state de Khomeini. Vous appelez donc des mesures concrètes, mais au sein même de l'armée, de l'appareil sécuritaire du Liban, il y a dans la même famille un homme du Hezbollah et un militaire. Alors comment faire? Écoutez, moi, je n'y crois pas, les choses qui prennent tellement de temps. Si ce gouvernement allait faire quelque chose, il l'aurait fait. Je n'y crois plus. Il l'aurait fait. Il l'aurait fait le lendemain. Parce qu'il avait l'appui du peuple, l'appui de l'Amérique, l'appui d'Israël, l'appui de l'Europe, c'était un appui du comité international. Et ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne crois qu'une seule personne et que tout le monde respecte, que tout le monde aime. Et il a fait toutes ses preuves. Tiens ça à Boares.
Il a fait ses preuves avec son alliance avec Israël durant Bachir Gemayel. Il a toujours été honnête, loyal, et ça a été le plus grand patriote, c'était le héros. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens l'attendent, mais il est en exil. Il est forcé d'être en exil. Et c'est le seul en qui je crois, qui pourra le faire, et qui a le droit, qui should. Ça doit être lui qui devra signer le traité de paix avec Israël et les accords d'Abraham. Personne d'autre. Et guerre civile, il n'y a pas de guerre civile. Guerre civile parce que tout le peuple ne veut pas ni du Hezbollah, ni des Palestiniens armés. Ils ne veulent plus de cette vie. Ils veulent reprendre leur vie, ils veulent faire la paix avec Israël. Tous les Libanais. S'ils n'osent pas le dire, moi je vous le dis. Tous les Libanais, sans exception. C'est ce qu'on appelle une femme de courage. Merci Claude Ila Hajar d'avoir répondu à nos questions pour cette exclusivité. J'espère que vous reviendrez dans Défense. Je reviendrai et je continuerai ma bataille. Voilà, c'est la fin de ce Défense. Merci d'avoir suivi l'information. Continue sur i24 News.